exactement. Nous accueillons maintenant le professeur Franck Bellivier, chef de service du... Oh, je vais y arriver, bah oui, bien sûr, du service de psychiatrie adulte de l'hôpital Saint-Louis, du groupe hospitalier Saint-Louis Lariboisière Fernand Vidal, et premier délégué interministériel à la santé mentale et à la psychiatrie. Franck Bellivier. Bonjour à tous, donc pas interministériel. Je suis de ce ministère. Ministériel, pardon. J'ai dit interministériel ? Oui, oui. J'en rajoute toujours un peu. Bonjour moi, à tous. Donc moi aussi, je vais essayer d'être bref. Je vous avoue que j'ai eu un petit peu de mal à sélectionner les messages prioritaires que je voulais vous délivrer en conclusion de ce colloque. La bonne nouvelle, c'est que je vais redire un peu différemment ce que Madame Droby vient de dire, ce qui est donc le signe que nous sommes sur la même ligne et qu'en effet, sur l'accompagnement de cette fantastique dynamique, eh bien, on a effectivement des chantiers qui seront coportés. Alors, le premier constat, c'est d'abord l'immense richesse des échanges d'aujourd'hui, donc félicitations pour cela. Et ces échanges sont une nouvelle occasion, si toutefois il était nécessaire de nous en convaincre, de synthétiser les nombreuses raisons qu'il y a de mobiliser le savoir expérientiel dans la construction des parcours de prise en charge. Donc ce savoir expérientiel qui est, on a de très nombreux exemples vécus qui indiquent qu'il s'agit d'un levier extrêmement puissant pour justement deux enjeux importants qui ont été signalés en début de journée sur lesquels je voudrais revenir. Le premier, c'est de révéler les potentiels cachés. Et les potentiels cachés, il y a une chose qui m'a paru assez importante, il ne s'agit pas seulement des potentiels cachés de la personne accompagnée ou de la personne concernée. Il s'agit aussi des potentiels cachés des équipes soignantes, des professionnels. Et au sujet de la déclinaison concrète et pratique de la démarche sur laquelle je vais revenir, je pense que ce sont deux volets très complémentaires qu'il faudra aborder. Donc, je ne vais pas m'attarder sur les très nombreuses raisons qu'il y a de s'engager dans cette démarche. Madame Cluzel, Monsieur Ehrenberg, Monsieur Maugiron, vos témoignages, vos échanges, l'ont fait avec beaucoup d'éloquence. Donc je le ferai avec moins de brio. Donc ce d'autant que c'est pas cette partie-là de la tâche qui me revient ou qui nous revient. La question qui m'est posée, qui nous est posée aussi avec vous, est celle de la concrétisation de la démarche. Et c'est d'autant plus d'actualité que, comme cela a été dit ce matin, c'est inscrit aux priorités de 2020. Donc il y a là quelque chose qui nous oblige. Donc ce mouvement, en tout cas moi ce que je retiens de cette démarche, de nos échanges d'aujourd'hui, c'est un mouvement de portée générale, mais qui contient en son sein en réalité plusieurs sujets. Pour là encore une fois aborder les choses de manière la plus concrète possible. Il y a un premier sujet qui en apparence est mieux structuré, qui est le statut et les exercices des médiateurs de santé pair, donc formés à Paris 13 et bientôt dans d'autres universités. Mais pour lesquels il y a encore une question de statut professionnel dans les différents établissements dans lesquels ils sont employés, et avec finalement encore pas mal d'hétérogénéité et en termes de statut et en termes de salaire. Et puis il y a la généralisation et l'extension de la mobilisation de ce savoir expérientiel chez d'autres types de pairs aidants, pour lesquels se posent deux questions concrètes, les modalités de formation et, là encore, le statut. Et à l'intérieur de ces différents exercices, peut-être des spécifications à considérer en fonction du type de personnes concernées qui devraient bénéficier de l'intervention d'un père aidant.
question que je pose et à laquelle je n'ai pas de réponse, mais je pense que dans la démarche de mise en œuvre concrète de la démarche, eh bien, il faudra quand même qu'on se pose la question de savoir si à l'intérieur du dispositif, il faut que nous prévoyions des spécifications en fonction du type de population accompagnée. C'est une priorité 2020, donc c'est dans mon agenda, c'est dans notre agenda, et nous allons travailler les différents volets. Alors ces différents volets, quels sont-ils? Ils ont été signalés, mais je vais les rappeler pour bien confirmer que nous sommes sur le même calendrier de travail. Définir un cadre d'intervention et un cadre d'emploi, définir la formation requise pour une activité de pair à pair, et pour une activité de pair équipe soignante, puisque je pense que là, il y a de différents types de compétences qui s'exercent. Travailler également sur les critères de recrutement. Donc ça, c'est un premier volet. Il y a ensuite les outils pour... Vous voyez qu'il y a déjà des initiatives qui ont été prises pour mobiliser, enfin pour construire des outils qui permettent de mobiliser les professionnels eux-mêmes, qui doivent intégrer ces professionnels pairs aidants dans le secteur sanitaire, dans le secteur médico-social, et afin que cette démarche d'intégration puisse se généraliser plus rapidement, puisque ça a été dit beaucoup aujourd'hui. C'est en effet aujourd'hui du domaine de l'expérience, du domaine de quelques militants qui se sont engagés dans la démarche. Et il faut qu'on mobilise on mette au point des outils qui permettent justement de faire contagion. Et puis il y a un troisième volet, ça vient d'être évoqué, extrêmement important. Cette communauté, ce mouvement doit mettre au point des instances représentatives. Nous, au ministère, les instances, les tutelles ont besoin d'avoir un interlocuteur, des interlocuteurs. Et ce travail de structuration du mouvement va aussi aider à identifier les priorités, les messages prioritaires. Et c'est à l'intérieur de cette communauté que doit s'organiser ce débat contradictoire qui est extrêmement vertueux. Et il ne faut pas chercher à le diminuer. Ces questions complexes, ce débat contradictoire, ça fait partie de la richesse de la démarche. Et il faut qu'on l'assume non pas comme une difficulté pour mettre en œuvre concrètement la démarche, mais au contraire comme un élément consubstantiel de la démarche. Donc c'est l'ensemble de ces trois volets qui va contribuer au décloisonnement que nous appelons de nos voeux. Donc en ce début d'année, c'est un engagement que je voudrais prendre devant vous. C'est un engagement qui a été pris aujourd'hui, mais surtout au moment de la réunion du comité stratégique santé mentale et psychiatrie, donc un engagement pris par Agnès Buzyn elle-même et Sophie Cluzel. Donc il va nous falloir faire rapidement la synthèse des expériences existantes, proposer la mise en place d'un premier modèle national. Sa déclinaison sera peut-être régionale, et on peut tout à fait imaginer qu'il y ait des spécificités régionales dans cette première étape concrète que nous souhaitons mettre en place, ou au contraire un modèle national qui se déploiera. L'ambition que je me fixe, l'ambition que je nous fixe, c'est certainement pas de définir en une fois le modèle général. J'ai plutôt l'idée d'un modèle évolutif. Je pense qu'il faut que nous menions à bien une première étape qui contribuera également à structurer le mouvement. En tout cas, nous, ça nous oblige, mais il ne faut pas qu'on se fixe des ambitions trop importantes, sauf à vouloir que la mise au point concrète de cette affaire prenne 3 ans. Je pense qu'il faut que nous nous fixions une première étape, et tout en se disant que ce premier modèle ne sera pas parfait et qu'il a vocation à évoluer. Voilà, encore toutes mes félicitations aux organisateurs, à vous pour la richesse des débats. Je dois dire, affiné beaucoup cet après-midi ma grille de lecture de ce qui se passe, des enjeux. Donc bravo et merci pour ce colloque. Et donc voilà, à très bientôt certainement. Merci beaucoup Franck.